Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de 19h du journal d'Alizé Télévision en ce samedi 3 septembre 2016. Tout d'abord, cette arrivée cet après-midi, ce n'était pas la même liesse que pour l'arrivée du double champion olympique de judo, mais il y avait tout de même foule cet après-midi pour l'arrivée de Yannick Borel. L'épéiste médaillé d'or par équipe au JO de Rio vient profiter de quelques jours de vacances en famille. Le champion entend également profiter de sa présence en Guadeloupe pour rencontrer les jeunes escrimeurs de l'archipel. Johan Charpentier-Titi était présent cet après-midi à sa descente d'avion. Accueil chaleureux pour Yannick Borel à l'aéroport. Un petit comité de supporters s'est réuni pour fêter le retour en Guadeloupe du champion olympique d'épée par équipe. Après son coéquipier Daniel Gérant, c'était donc au tour de Yannick Borel de venir se ressourcer. Un retour au pays bien mérité pour celui qui a vécu un véritable rêve éveillé à Rio. J'ai vu il y a 8 ans les frères Janet avec Ulrico Berry remporter une médaille olympique. Malheureusement, Jean-Michel était dans l'équipe, mais il n'avait pas pu monter sur le podium. 8 ans plus tard, je me retrouve avec Jean-Michel Lucenay, alors que j'ai rêvé de faire partie de l'équipe de France olympique. Et on remporte cette médaille ensemble, donc c'est incroyable. Ravi d'avoir été médaillé avec l'un de ses modèles, le Martiniquais Jean-Michel Lucenay, Yannick Borel est prêt à servir à son tour d'exemple à suivre pour les jeunes Guadeloupéens. Mais j'espère qu'ils nous prendront comme modèle. On en a bavé aussi, hein. C'est pas venu comme ça. On vient de loin, on le sait, hein, la Guadeloupe, il faut se taper les 8000 km pour aller en compétition. En compétition, il faut être performant parce qu'on n'est pas sûr de revenir, c'est à la charge des parents. Je pense que tout ça, ça forge aussi, ça forge un caractère. Et on sait que quand on va en compétition, on n'y va pas pour rien, quoi. Et rien de tel que les multiples médailles olympiques ramenées par les escrimeurs locaux. 4 médailles olympiques pour la Guadeloupe en escrime, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il y a 20 ans, on a eu 2 médailles d'or par Laura Flessel. Cette fois-ci, on a doublé la mise. J'espère que ça va booster les enfants de venir nous rejoindre, faire de l'escrime. Et ça va motiver les jeunes. Ils doivent se rendre compte que la Guadeloupe est capable d'aller au plus haut niveau. Rendez-vous dans quelques années pour voir si les petits Yannick Borel feront aussi bien que leur aîné. En attendant, ce dernier devrait de nouveau tenter de décrocher une médaille à Tokyo dans 4 ans. Et on espère que la Guadeloupe va ainsi continuer à produire des champions. Composée de citoyens ayant ou non une expérience militaire, la réserve opérationnelle permet d'apporter un renfort temporaire aux forces armées. En venant renforcer les unités d'active, les réservistes permettent d'accroître la capacité de défense de la France. La Guadeloupe compte environ, précisément en fait, 222 volontaires et l'objectif de la gendarmerie est d'atteindre au moins 309 réservistes pour la Guadeloupe d'ici la fin de l'année. Reportage Muriel Barley. Zelda Frouin est assistante sociale. À 30 ans, elle a choisi de rejoindre la réserve opérationnelle de la gendarmerie de la Guadeloupe. Elle a donc profité de la journée de recrutement pour déposer son dossier d'inscription et se plier au jeu des entretiens et du test psychotechnique. Je connais un petit peu de gendarmes autour de moi, j'ai mon époux aussi qui est policier, donc effectivement je connais un petit peu la réserve civile. Donc, et avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps avec les attentats, donc j'ai voulu m'investir et c'est voilà, donc de m'inscrire pour devenir réserviste civil. Je pense qu'on doit aimer la discipline, et accepter d'avoir des ordres et pouvoir les exécuter. Ils sont près de 200 à être venus s'inscrire ainsi aujourd'hui en Guadeloupe. Une centaine d'entre eux seront retenus. Pour être candidat, il faut être un homme ou une femme âgés entre 17 et 40 ans, en bonne forme physique et mentale. Nous prenons tout le monde avec ou sans diplôme, chômeurs, employés, nous avons de tout, des chômeurs, des employés, des chefs d'entreprise même. Nous avons même parfois des policiers ou des choses comme ça. Tous les corps de métier sont acceptés dans la réserve de la gendarmerie. Bon, il y a des conditions d'abord médicales, bien sûr, il faut être en bonne santé. On ne peut pas faire ce métier-là, je dirais, sans avoir une bonne santé.
Et puis bien sûr, il faut avoir un casier judiciaire vierge et ne pas être connu pour des méfaits ou des délits. Après cette première phase, il faudra attendre 2 mois pour avoir les résultats des tests psychotechniques qui sont corrigés au niveau national. Une visite médicale viendra compléter ces tests afin de déterminer qui est apte ou pas à intégrer la réserve opérationnelle. Les candidats retenus recevront une formation de préparation aux missions de la gendarmerie. Après 4 semaines, ils seront en mesure de remplir leurs différentes missions. Donc ce sont des missions en général de surveillance générale, des circonscriptions, de missions des missions d'anti-cambriolage, des missions d'intervention. Nous faisons aussi des interventions en collaboration avec les actives en fait. Aujourd'hui, la réserve opérationnelle de la gendarmerie de la Guadeloupe compte 222 personnes. Pour 2016, elles auront effectué 5000 jours de renfort. Place maintenant à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Nous irons au Brésil où un classement réalisé par un magazine britannique place plusieurs universités brésiliennes parmi les meilleures d'Amérique du Sud. Mais escale tout de suite à Cuba, relié depuis peu aux États-Unis grâce à la compagnie aérienne JetBlue. C'est votre rendez-vous Caraïbes. JetBlue a marqué l'histoire en étant la première compagnie aérienne américaine à toucher le sol de Santa Clara à Cuba après une interruption de plus de 50 ans. Ce vol marque une nouvelle ère du transport aérien à des coûts très abordables pour les voyageurs cubains qui souhaitent se rendre aux États-Unis. Robin Hayes, président et chef de la direction de JetBlue, a fait part de sa grande fierté d'être la première compagnie aérienne des États-Unis à desservir Cuba, mais souligne que son objectif est d'être la meilleure compagnie aérienne à opérer sur cette liaison. Le dernier appareil américain à avoir atterri sur le tarmac cubain était un avion à hélice, car dans les années 60, seul ce type d'avion existait au moment de l'embargo. Depuis, un travail important a été mené par les responsables cubains en collaboration avec les services américains du transport aérien pour rendre cette desserte possible. Pour sa part, le directeur de l'aéroport international de Fort Lauderdale a lui aussi fait part de sa grande fierté d'être le premier aéroport des États-Unis à offrir un service commercial régulier vers Cuba et attend avec impatience les retombées de cette nouvelle liaison. L'Université de Sao Paulo et l'Université d'État de Campinas, 2 établissements publics, occupent la première et la deuxième place du premier classement régional établi par le mensuel britannique Times Higher Education. 2 autres établissements brésiliens figurent également dans le top 10, l'Université pontificale catholique de Rio de Janeiro et l'Université fédérale du Minas Gerais, respectivement à la 6e et 7e place. Mais surtout, 23 centres universitaires brésiliens sont dans les 50 premiers du classement. Ce classement régional suit les mêmes critères d'évaluation que celui des meilleures universités du monde, publié chaque année par le magazine britannique. Volume des publications de recherche, réputation académique, qualité de l'environnement éducatif, pénétration des étudiants dans les milieux professionnels à l'international sont les critères de classement. Selon Times Higher Education, les universités brésiliennes doivent leur succès aux investissements publics en matière de recherche et développement. Ils représentent le double de ceux du Mexique ou du Chili. Javier Botero Alvarez, directeur du département de l'enseignement supérieur de la Banque mondiale, a commenté ces résultats en insistant pour sa part sur les 2 cartes gagnantes des universités publiques brésiliennes. Un investissement de l'État supérieur à la moyenne et un système rigoureux de sélection des étudiants. Une très sérieuse étude publiée dans le journal de psychiatrie et de neurosciences, dirigée par des chercheurs canadiens, a conclu que fumer de l'herbe produisait un état second proche de la léthargie à cause d'un principal ingrédient actif, le cannabidiol. L'étude a été menée sur 29 rats mâles. Le premier groupe qui n'avait pas reçu de cannabidiol a réussi avec succès à trouver 2 pastilles de sucre dans un circuit complexe, alors que le groupe qui avait reçu cette substance a choisi le circuit le plus facile et n'a remporté qu'une pastille de sucre. La substance rend donc les rats non pas moins intelligents, mais plus paresseux que les autres. Les chercheurs entendent continuer leurs travaux
afin de mieux comprendre les impacts de cette molécule sur le cerveau humain. Une autre étude menée par l'Université de Californie a montré que les consommateurs réguliers de marijuana ont des emplois moins rémunérés, moins qualifiés et moins prestigieux que ceux qui ne sont pas des fumeurs réguliers de marijuana. Durant toute cette journée de samedi, les passionnés de vitesse et de sensations fortes ont pu s'essayer sur le premier simulateur Ellipsis de la Caraïbe et tester ainsi leur capacité de pilotage. Une manifestation organisée en partenariat avec la sécurité routière, durant laquelle chacun pouvait tester cet appareil. Reportage Johan Charpentier-Titi. Et oui, n'est pas Simon Jean-Joseph qui veut. Après quelques minutes dans le simulateur Ellipsis, on s'en rend facilement compte, piloter n'est pas donné à tout le monde. C'est l'un des aspects recherchés par la sécurité routière et 4Drive, permettre, à travers ce simulateur de course très réaliste, de montrer concrètement le comportement d'une voiture à grande vitesse. L'idée est d'essayer de provoquer une prise de conscience. Parce qu'on peut croire du fait des véhicules actuels que oui, on est bon pilote ou qu'on sait contrôler une voiture quand elle peut aller vite et tout. Mais en testant le simulateur, on prend conscience de ce que ça veut dire piloter et du décalage qu'il y a entre ce qu'on croit et ce qui se passerait en réel. Et les sensations sont au rendez-vous quand ludisme et pédagogie se mêlent. C'est impressionnant, impressionnant. J'ai eu l'impression de repasser mon permis de conduire. Au début, on est vraiment, c'est de trouver les mots. On rentre dedans et on a bien 2-3 minutes pour vraiment se dire, c'est comme une voiture en fait. Et c'est vrai qu'au début, ça fait un peu simulation jeu. Et après, je suis sorti 3 fois, mais c'est que du bonheur. Un genre d'opération que la sécurité routière espère pouvoir renouveler dans le temps. On éduque le conducteur. On aide le conducteur à se comporter sur la route et une fois qu'on a quitté ce jeu-là, on a l'impression qu'on a appris des choses. Lire les panneaux, anticiper sur sa conduite, voir un peu plus loin, c'est ce qui nous manque un peu pour notre formation. Et là, on retrouve dans ce jeu-là un peu tout ce qui est nécessaire à une bonne éducation routière. Avec ce simulateur, le premier du genre dans la Caraïbe, 4Drive entend développer plusieurs aspects, pédagogiques donc, mais aussi purement ludiques et sportifs. Mais ça, c'est une autre histoire. Et c'est tout naturellement que l'on vous parle de la 6e manche du championnat de Guadeloupe de modélisme qui doit se dérouler demain sur la piste de voitures radiocommandées de Bémao. En dépit du mauvais temps annoncé pour ce week-end, les organisateurs espèrent que la manifestation pourra se tenir. Plus d'une quinzaine de pilotes préparaient leur machine aujourd'hui. Dernier réglage avant la course de demain, dernier essai pour tester les chicanes de la piste. C'est durant ces moments de concentration qu'Anne-Elisabeth Arsène est allée rencontrer certains des pilotes engagés dans la course pour demain. 90 à 100 km/h, c'est la vitesse moyenne de ces petits bolides équipés de moteurs à essence nitrométhane. Avant toute compétition, des séances d'essai s'imposent pour essayer et régler moteur et châssis. Elle était en pièces, donc là je remonte le moteur. Et après, je vais régler la voiture. C'est-à-dire passer au banc, régler le carrossage, le pincement. Bon, c'est un peu technique, mais c'est des réglages pour permettre que la voiture elle soit performante sur la piste. Donc, nous avons déjà couru 5 manches. Bon, il y en a une qui a été annulée puisqu'il pleuvait, c'était la dernière là. Et en espérant que la 6e va pouvoir faire évoluer le classement du championnat puisque nous avons un championnat sur 8 manches. Et nous en avons 2 au mois de septembre. Et ça va être chaud puisque beaucoup de personnes ont déjà investi sur du matériel, notamment des châssis, des moteurs plus puissants. Et on a vraiment envie de faire la course. Frédéric et Darius ont commencé le modélisme très jeunes. Comme beaucoup d'entre nous, ils ont débuté avec des petites voitures télécommandées. Aujourd'hui, ils sont respectivement 1er et 3e dans leur catégorie. J'ai fait beaucoup de sport mécanique et après, moi j'ai poursuivi dans ce qu'il y avait, c'est-à-dire le tout-terrain, ce qui est la même chose sauf que c'est fait pour rouler sur de la terre.
Et après, on a eu un circuit en Guadeloupe. Bon, la piste, c'est la Rolls du modèle réduit. Donc voilà. Donc on fait de la piste. Donc en piste, il y a plusieurs catégories. Ça, c'est le 8e 4x4, c'est censé être la catégorie la plus rapide. Après, on a les classiques, qui est exactement la même voiture, sauf qu'elle n'a pas d'amortisseur et elle n'a pas les 4 roues motrices. Et après, on a les 1/5 qui sont beaucoup plus volumineuses, qui fonctionnent avec des moteurs, comme on va dire, les débroussailleuses, quoi. Donc je suis réellement entré dans la compétition, voir les réglages, les nouveaux moyens de stabilité de voiture. Donc qui fait que ça m'a intéressé. Et ce qui fait qu'il me plaît encore plus dedans, c'est qu'on n'est pas dedans. On peut aller vite, on peut avoir une petite casse, mais on n'est pas dedans. C'est pas comme les voitures normales. Et on peut aller aussi vite. Je fais de la compétition depuis cette année, je suis 3e au championnat. Donc j'espère rester là, limiter la casse. Parce que devant, ça roule très très fort. Derrière aussi, ouais, ça vient fort. L'activité modèle réduit existe aussi en tout terrain en Guadeloupe. En ce qui concerne le club de piste, ce circuit est accessible pour les compétitions ou les loisirs à tous les licenciés dès 12 ans possédant leur modèle réduit. La licence permet aux pilotes d'être également assurés et au club de pouvoir continuer à entretenir la piste, terrain de jeu de ces voitures de course miniature. Très sympathique. Parlons du temps avec les choses se confirment concernant cette onde tropicale qui va toucher l'Arc-en-Ciel à partir de ce soir et entraîner de fortes pluies cette nuit et dimanche, située à l'est des Petites Antilles. Cette onde tropicale s'accompagne d'une activité pluvio-orageuse assez forte. Elle engendre des vents soutenus moyens de l'ordre de 40 km/h avec tout de même des rafales pouvant atteindre 70 km/h. La mer devient progressivement très agitée et les creux pourront dépasser 3 mètres. La Martinique et l'archipel de la Guadeloupe ont été placés en vigilance météorologique de niveau orange. On continue par ce point sur la météo pour ce soir et demain. Il va donc beaucoup pleuvoir ce soir, à commencer par les communes situées à l'est de la Guadeloupe, la Désirade tout d'abord, Marie-Galante et l'est de la Grande-Terre, puis dans la nuit, l'ensemble des communes de l'archipel. Il faut s'attendre à de grosses averses orageuses. Demain matin, c'est à peu près la même chose, le même temps qui est prévu. Les gros nuages menaçants devraient commencer à s'éloigner dans l'après-midi de demain, mais le retour au calme n'est prévu que pour lundi matin. Et pour ne rien arranger, Guader annonce une vague de pollution de l'air et émet une alerte de niveau orange en raison d'un indice Atmo de 8 prévu pour demain. Je vous donne rendez-vous demain 12h30. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Alizé Télévision. On se retrouve donc pour un nouveau journal.